Yeah, welcome sur le 2.0. Alors, comme vous le savez, je pense, je ne suis pas un YouTuber. C'est clair, c'est net, c'est précis. Je ne suis pas un chanteur. C'est clair, c'est net, c'est pas trop précis parce que c'est quelque chose que j'aime. Mais ça est surtout dû à l'écriture et des séquelles de cette période de rap où j'étais quand même quelqu'un d'actif et quelqu'un qui avait quand même un petit talent. Donc l'écriture est restée pour moi quelque chose de très fort, très intensif et je vais prendre ce petit temps pour vous lire quelques textes pour vous faire comprendre que le 2.0, nous ne sommes pas les derniers de la classe. Alors comme je dis à chaque fois, donc vous n'avez pas entendu cette phase déjà, on n'était pas les premiers de la classe, mais on n'était pas les derniers de la classe derrière le radiateur en train de faire sécher son slip. On était des élèves, certes, qui traversions des moments compliqués dans notre vie. Ceux qui me connaissent savent que ça a été compliqué, difficile à gérer pour moi en tant qu'enfant et encore plus en tant qu'enfant venant de quartiers dits sensibles. Donc, le premier texte, c'est sur une petite histoire d'amour que je vais juste vous tramer comme ça et j'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous en pensez. Alors le quartier, les potes de galère et les premiers pétards et le parallèle business étaient le sien. Tout cela dura des années, ce jeu de séduction juvénile, jusqu'en cinquième, où leurs chemins se séparaient. La cause, la conseillère des deux orientations, qui expédia Ousmane en mécanique générale. Mais Laïla continua le parcours dit normal, et elle perça dans les études. Arrivée à l'âge de la puberté, tout changeait. Le corps change, et les hormones sont croissantes. Alors, pour la première fois, Laïla embrassa un homme. Et il avait 14 ans. Et cet homme, c'était Ousmane. Mais leur idylle était un peu trop prématurée. Ils étaient deux dans le quartier à avoir des petites copines. Et quand tu as une copine dans un quartier, tu finis par oublier les cages d'escalier et les galères en bande sur Paris. Ville lumière pour les banlieusards, en manque de mouvement, en quête de découverte ou à la recherche d'action, car dans leur quartier, il n'y a rien à part les dealers et les consommateurs et ceux qui tiennent les murs. Et si les murs bougent, ils tombent. C'est autre chose quand l'amour est à la porte et qu'elle frappe à ta porte. Tu es en plein dedans. C'est tellement beau car tout est à faire et cela donne l'envie d'exister, l'envie d'avancer. C'était peut-être un peu trop jeune pour entamer une histoire d'amour, mais dans les grands ensembles, il y a forcément des histoires d'amour comme celle que vous allez lire, comme celle que je vous lis. Laïla et Ousmane avaient été ensemble à l'école, du CM2 à la 5e. Alors ils avaient appris à se connaître. Ousmane connaissait la famille de Laïla. C'était des gens bien. Il l'invitait toujours à manger des gâteaux pendant le ramadan. Et Ousmane leur ramenait des plats africains. Du mafé, du tchèp, des bons plats à sa mère. Et l'ambiance était vraiment très familiale. Laïla avait un grand frère, Karim. Karim qui avait fait de longues études en commerce international. C'est l'exemple de la famille. Il s'est marié avec une femme qu'il a fait venir du pays, du moins la famille lui avait promis leur fille. C'était lors de son dernier voyage en Algérie. Et ça fait 2 ans que Samira, sa femme, est arrivée en France. Et depuis son arrivée, Samira a changé. Karim a cru qu'elle allait rester comme ça, la même femme, au pays. Une femme qui ne bouge pas une oreille sans la permission de son mari, qui sort tout juste pour faire les courses et travaille en cuisine pour faire plaisir à son mari, vu que celui-ci a tout fait pour la faire venir en Europe. Alors, elle se sent redevable, mais en fait, elle ne devrait pas l'être, car c'est un mariage d'amour et de sentiments. Pour elle, bien sûr, depuis qu'elle connaît Karim, sa vie a changé. Elle lui a dit, tu sais, depuis que je suis avec toi, j'ai l'impression de revivre. C'est comme une deuxième naissance. C'est fort, et en plus, c'était vrai. Alors quand on galère,
quand on traîne avec des gens qui ont des situations plus critiquables que la tienne, en fait, cela te rassure, car tu te dis, ça va, moi, je ne suis pas comme eux. Alors, pas si heureusement ou malheureusement, on regarde toujours les gens en dessous de nous, et cela nous rassure. Mais c'est aussi penser que la vie est une fatalité. On peut toujours avoir mieux. J'ai mis du temps à comprendre que je suis un être pas comme les autres. Je suis un homme dans l'observation, un homme dans la remise en question. Ce soir, j'écoute Abdelmalik. Quel talent! Je suis très proche de ces artistes. Il y a une maturité dans l'écriture qui me rappelle la mienne. Alors je vous rassure, je suis contre toute copie ou photocopie. Mon style est bien à moi. Je suis comme ça, je parle comme ça. Je suis un être dans l'observation. Nous sommes dans une société qui est malade. Nous sommes dans une société qui souffre. Quand je prends les transports aux heures de pointe, pour moi, c'est un calvaire. Je suis toujours perturbé par tous ces gens qui courent et ne regardent pas et ne se regardent pas. Ils sont toujours branchés sur leur téléphone et leur tablette. Je suis toujours en interrogation à me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Eh bien, je suis dans l'observation. Je suis dans la transmission. Je dois mettre au plat, je dois mettre à plat et de parler concrètement de ce que vivent les gens. Et que le matin, tôt, ce sont les étrangers qui partent travailler. Et que tard le soir, ce sont les étrangers qui rentrent du travail. J'ai fait l'expérience. De toute façon, je préfère vous prévenir. Tout ce que je dirai n'est pas supposition. C'est juste mon expérience vitale. Un résumé avec un style littéraire car j'aime l'écriture et j'aime la transmission. Pour cela, j'ai hésité à vouloir prendre au sérieux mon talent. Oui, je sais écrire. Oui, je peux raconter des histoires. Mais pour commencer à faire connaissance avec vous, je vais d'abord vous conter les extenses de ma chronique. Enfin, j'ai l'âge de ma réalisation. Je ne comprenais pas quand j'entendais « oui, je suis en train de me réaliser ». Il faut le vivre pour le comprendre. Non, ce n'est pas que je ne veux pas aller travailler. Non, ce n'est pas que le travail me fait peur. Non, mais je pense que tout le monde est fait pour quelque chose. Tellement les choses sont bien faites, le Créateur ne fait pas les choses par hasard, quand la démarche est sincère. Ma conception. Moi, un écorché vif, certes, mais toujours vif. Et je pense que c'est bien ça l'essentiel. Oui, vif. Je vous le confirme. Et je le serai tant que je le pourrai. Tant que j'en aurai la force. Un peu paradoxal comme homme. Un homme paradoxal je suis. Ma conception. Ma conception, les gens un peu comme moi, mais oui, qui suis-je? Suis-je un homme qui espère, qui souhaite et espère des jours meilleurs? Oui, des jours meilleurs. Je les attends de pied ferme. Je me pose la question, sont-ils déjà passés? Sont-ils déjà derrière moi? Oui. Y en a-t-il devant moi? Car parfois, je doute. Je suis dans la totale interrogation. Ai-je le droit, moi aussi, à une partie de bonheur? Juste une partie. Je ne demande pas la plus grande, juste celle qui m'est destinée. Parfois je doute. Je suis l'homme du doute, de la confusion. Je suis l'homme dans le questionnement perpétuel. Enfin, peu importe sa position à ces jours meilleurs, je serai là pour les accueillir depuis le temps que je les attends. Mon existence, mon enfance, mes souffrances, on a le droit à des réponses. Et le droit de réponse, c'est juste un peu de bonheur. La vie, drôle de conception des choses, drôle de conception. Donc je suis immaculé. J'ai peur, mais je dois vivre. Je souffre, alors parfois je pleure. Et mes pleurs sont pour moi un soulagement de bonheur. Mourir de rire. Mourir de rire. Donner la vie en pleurant, en souffrant. Ma conception,
Parfois, j'y pense à cette conception. Je vis avec cette conception. Il n'y a pas de science juste dans les sentiments, dans les ressentis, dans la conception. De gré ou de force, sans brutal jeu de mots ou de sagesse-violence. La violence n'a jamais rien résolu, mais parfois elle est nécessaire. Sur le ring de la conception, tu prends des coups, mais tu en donnes. Parfois, tu restes au coin, isolé, dans une pièce, avec des barreaux qui te regardent. T'essayes de voir le ciel, mais tu en vois que la noirceur, comme si la vie n'était que lugubre, pénombre. Une voie de garage, rond-point, voie sans issue, un mur infranchissable, ce mur que tu dois passer, que je dois passer, d'une manière ou d'une autre, tu dois passer, alors tu t'accroches à une corde et tu sors de ton coin. Le temps, les minutes, les secondes nous sont comptés. Peu importe la température, les gens, un peu comme moi, car je ne pense pas être le seul dans ce genre d'espèce aux origines truquées, à la réflexion poussée à son paroxysme. Oui, nous sommes un peu spéciaux. Ça, j'en suis persuadé. La dureté de la vie, j'en ai des rayures sur la carrosserie. La vie m'a fait mal. La vie m'a fait rire. La vie m'a fait mal. La vie m'a fait mal de vivre. Spécial, non, en fait, ce n'est pas le mot, car nous sommes tous pareils en vérité. La vie, la construction mentale, l'amour, la haine, la peur, la famille, les rires et les pleurs, les morts et les souvenirs font de nous des êtres différents à part entière. La part que l'on ne voit pas, cette part que chacun cache en nous. Certes, par certains, l'appel à la frustration, d'autres, part de mystère, certaines de douleur, psychothérapie, questionnement avec soi-même, sans même essayer de se comprendre. Alors je pense qu'enfin, il est temps que le son comprenne. J'ai arrêté tout à l'heure la vidéo avec un problème technique. Pour vous dire, premièrement, toxicomanie, aliénation au style de vie de Claude Maquet. Donc, c'est un docteur en sociologie qui, page 68, détermine ainsi son travail. Autre particularité, ce n'est pas le passé ou la socialisation primaire du consommateur qui détermine à devenir toxicomane, mais ces facteurs peuvent être tenus comme des éléments qui conditionnent le fait d'entrer en contact avec le milieu de la drogue, comme par exemple le fait d'habiter dans un quartier où les drogues circulent, mais ce qui se passe dans le présent des mécanismes de l'intersubjectivité. Quoi qu'il en soit de cette dernière assertion, Lindell Smith sert de point de référence lors de deux préoccupations de recherche à tout le moins. L'étude de la toxicomanie comprise comme sous-culture et l'étude de la toxicomanie envisagée comme une carrière ou une succession d'étapes où prennent place des redéfinitions identitaires. Donc tout à l'heure, quand je vous disais que les enfants de quartier, malheureusement, la pollution sonore, la pollution visuelle. Alors même si vous habitez au 3e étage, votre enfant sera pollué par la famille qui habite peut-être au 2e et l'autre qui habite au 9e et l'autre qui habite encore au 1er où les enfants mettent des Nike et puis voilà, ils sont dans le délire. Ce que je dis ce soir, je précise, 7h moins 10, mes chers amis, j'avoue que pour certains, les HLM, c'est vrai que nous avons des appartements pour pas très cher et des appartements assez grands. On ne peut pas dire le contraire. Par rapport à la vie parisienne, il n'y a rien à dire. Ceci dit, je pense que vous ne prenez pas l'importance pour vos enfants, l'importance de quitter le quartier. Car comme je vous ai dit une fois, je me suis rendu
à Saint-Gratien. Et j'ai observé sur le parking, j'étais au Raguenay, et je voyais toutes les voitures. Maintenant, les gens ont toutes des voitures, dernier modèle. Alors qu'à l'époque, on avait les Renault 9, les Fiat Panda, les Clio, allez, au plus grand empire. Maintenant, il n'y a plus de Français qui sont vraiment pauvres dans les quartiers. C'est pas vrai. C'est de la middle class. Il faut pas se mentir. C'est de la middle class. Alors là, les parents, je ne parle pas à vous, qu'on soit bien d'accord. Je parle à celui ou à celle qui va le prendre pour lui. C'est autre chose. Ne pensez pas à votre confort. Votre confort. Sortez de votre zone de confort. Le quartier, un jour ou l'autre, il faudra le quitter. Il faudra le quitter. Quitter le quartier, ce n'est pas l'abandonner, car vous serez toujours en connexion avec vos connaissances qui, eux, pour le coup, ont décidé de rester habités dans le quartier. Dans les quartiers, les étrangers payent leur loyer. Dans les quartiers, ce sont surtout les Blancs, excusez-moi, mais les Français qui ne payent pas leur loyer. Donc, on fait tout pour garder ces étrangers. On fait le maximum pour les garder, ces étrangers, car ils payent leur loyer. Je vois, moi, mes voisins, Sirani, le papa, toujours est parti travailler. Tous les darons de la cité que j'ai vus partaient travailler au charbon, comme mon papa, pareil. Toujours au travail, toujours au bosser. Ma maman, elle s'occupait de la maison, on mangeait toujours frais, le ménage était propre, chez moi c'était propre, rien à dire. Il faut arriver à un moment, prendre une décision. Une fois sur un voyage de covoiturage, j'ai rencontré une femme, une Congolaise pour le coup, qui a décidé de tout quitter la banlieue. De quitter la banlieue, avec 4 filles et un garçon. Elle est partie en Belgique, dans un petit bled, en Flandre. Elle a pris un crédit, elle a acheté une maison. Une maison, je ne pourrais pas vous dire le prix, mais très très intéressant. Ensuite, nous avons discuté par rapport à l'intégration des enfants et comment ça se passait à l'école. Elle m'a dit très très bien. Elle m'a dit depuis que je suis là, mes enfants ont totalement changé. Totalement changé. Cette femme a pensé à ses enfants avant de penser à elle. S'il vous plaît, chers frères, chères sœurs. Je reviens de Château-Rouge tout de suite. Quand je vois comment notre communauté, excusez-moi, c'est mon côté noir qui parle, comment notre communauté se comporte ou vive ou travaille dans des conditions très précaires, des salons de coiffure de 6 mètres carrés avec 10 femmes en train de tresser, les produits pour blanchir, les... Non, 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 je suis désolé, je n'adhère pas. Une fois, une femme, son enfant avait envie de faire pipi, elle prend le petit, elle lui baisse son pantalon, dans la rue, comme ça, hop, elle met le petit contre un arbre ou un poteau, le petit fait pipi comme ça dans la rue ou l'urine. Attendez, 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 attendez. Vous avez un enfant, vous rentrez dans n'importe quel café, vous dites au cafetier, mon enfant, il a envie de faire pipi, s'il vous plaît, vous pouvez le laisser. Il va vous laisser. Il va vous laisser, il va laisser l'enfant aller faire pipi. Ça veut dire qu'il y a un gros problème entre les blédards, qu'on se comprenne bien, je ne montre personne du doigt. Je n'accuse personne. Ce sont juste des vérités. Alors, je vous explique. Mon enfant qui est à Montreuil, à l'école, j'ai dit à sa mère, je veux qu'il parte de ce collège. Elle m'a dit, mais non, mais attends, il est bien là-bas, il a ses copains. Je lui dis, je veux qu'il parte de ce collège. Vous connaissez la carte scolaire? La carte scolaire? Donc, tous les enfants de Bobo, de la Bobostance de Montreuil, leurs enfants vont à l'école à Paris. Eh oui, messieurs, mesdames, ils vont à l'école
à Paris. Et ils rentrent le soir pour dormir à la Bobostance, à Montreuil. Je les vois, moi. Je les vois prendre le métro, changer à Nation, et puis reprendre la 2 et aller dans le 18e à l'école. Donc, vous voyez, tout est fait, en fait, pour que... alors, on ne va pas dire qu'on s'intègre mal, parce qu'on n'est pas, pour le coup, dans l'intégration. Mais le problème qui s'est passé, c'est que il y a ces gens qui viennent d'arriver. Ces gens qui viennent d'arriver. Ces gens qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas bien le pays, qui ont des cartes de séjour, qui peuvent pas travailler, et voilà, eux, ils survivent. Donc, ils se débrouillent comme ils peuvent. Je ne le montre pas du doigt. Je vous explique juste, pour vous, l'élite que vous êtes, car vous faites partie de l'élite, concrètement parlant. Vous faites partie de l'élite. Car, et je le répète, l'homme qui vaut les 3 dinars le sait, et ainsi que les autres, vous êtes français. Vous êtes français. Le problème, c'est quoi? C'est que quand la Bobostance et les autres voient les blédards qu'ils ont débarqué à Château d'Eau, à machin, dans le 18e, il y a un méga remix, et eux manquent de réflexion, manque de participation, justement, à venir discuter avec nous sur le 2.0 ou sur les conférences avec le BBS Support, de venir parler avec nous et d'échanger sur le problème, car c'est un problème de fond qui est très important. Très important. Vous êtes français, mes chers amis. Pour le coup, vous n'avez pas besoin de prendre les codes de ceux qui habitent dans le 16e arrondissement ou je sais pas quoi. Non, car vous, vos premiers codes, les meilleurs, vous les avez. Et vous savez c'est quoi? Est-ce que vous savez c'est quoi? Le premier code que vous avez et que eux n'ont pas. La religion. La religion. Vous avez la religion comme premier code. Donc vous transmettez ça à vos enfants. Très important. Quand l'enfant le soir rentre de l'école, il donne le carnet. Il donne le carnet. Vous savez, j'ai été surveillant pendant 1 an dans un collège, à Montreuil, je le répète. Il y avait un professeur qui ne prenait plus un élève. Pourquoi? Ça faisait 6 mois qu'il avait mis un mot dans le cahier de correspondance de son enfant et les parents, depuis 6 mois, n'avaient pas vu le cahier de correspondance. Qu'est-ce que j'ai fait alors que je n'avais pas le droit? Cet élève s'est retrouvé en permanence, donc avec moi. Je l'ai appelé. Il est venu dans mon bureau. Donne-moi ton carnet. J'ai appelé ses parents. Je suis tombé sur son père. Allô, bonjour monsieur, bonjour. Oui, ici le collège machin bidule chouette. Voilà, votre enfant, vous savez que ça fait 6 mois qu'il n'a plus de cours d'anglais. Ah, quoi, comment? Je lui dis, bah oui, mais vous n'êtes pas au courant? Ah non, mais moi, vous savez, je travaille beaucoup. Je dis, mais attendez. La moindre des choses, c'est de vous intéresser à ce que votre enfant fait à l'école. C'est la moindre des choses. Mes amis, mes frères, mes sœurs. Un enfant, c'est comme une sorte d'investissement. Vous comprenez? Si vous lui donnez, vous lui transmettez des choses négatives, comme le consumérisme, c'est une grosse erreur de lui faire croire que il faut mettre des Nike, il faut mettre ceci, c'est une grosse erreur. S'il vous plaît, parents, s'il vous plaît, arrêtez de mettre vos enfants dans le consumérisme. Arrêtez, s'il vous plaît. J'en reviens où j'ai arrêté la première vidéo. Cornflakes. Quand je vais dans les magasins, parfois, je vois les enfants, et que ça soit de la bobostance, et même parfois de la mixitance. Les crises pour un paquet de bonbons. Mais c'est quoi? On a été éduqués. Comment, nous? Comment on a été éduqués? On n'arrive pas à transmettre ça. Pour le coup, moi, je sais le transmettre. J'ai aucun problème.
Vous savez, quand mon fils Wakil était petit, quand je l'entendais crier un peu, s'énerver, sa mère, j'entendais, c'est Wakil, Wakil. Hein. Je venais, je rentrais dans la pièce, je le regardais. Tac. Il arrêtait tout de suite. Moi et lui, jusqu'à maintenant, les yeux parlent. Ensuite, je lui expliquais, calmement, pourquoi tu veux que papa écrit? Pourquoi papa, il doit crier? Je peux t'expliquer les choses tranquillement. Et j'ai fait la même chose avec Yacine. Et ça fonctionne. On ne crie pas. On ne crie pas. Il ne faut pas crier sur ses enfants. Crier sur ses enfants, ça veut dire que déjà, nous sommes dépassés. Petite anecdote. Un jour, je prends le métro, la ligne 4. Je veux m'asseoir et il y a une femme qui est assise en face, une femme black, avec une enfant, donc assise en face d'elle. Moi, je veux m'asseoir et elle me dit, non, mais là, il y a ma fille, parce qu'elle était sur ses genoux. Elle me dit, il y a ma fille qui est assise. Hop. Je dis, c'est pas grave. Hop. Elle met sa fille devant elle. Je m'assois à côté. Et à un moment, la petite, je sais pas, pris de panique ou je sais pas quoi, elle commence à faire un scandale pour je sais pas quoi. Et la mère rentre dans une colère. La petite bouge les jambes comme ça, assise sur le fauteuil du métro. Elle lui tient les jambes fort. Il y avait une femme à côté de moi, une blanche. Elle regardait. Je l'ai regardée. J'ai dit non. Et voilà, les gens qui ont besoin d'aide. Les gens, leurs enfants devraient être classés. Oui. Et pourquoi? Parce qu'on va aller plus loin que ça encore. Vous savez, déjà que c'est compliqué dans les zèbres, dans les ubs, dans les slips, on n'a pas besoin d'avoir des enfants problématiques qui posent problème dans les classes et qui, par le coup, engrainent toute la classe avec eux. Alors, si vous, parents, vous n'insistez pas sur ce point, je vous donne la technique. Vous demandez à rencontrer le directeur ou la directrice ou bien la CPE ou je sais pas quoi. Vous leur dites, madame, je suis pas une migrante. Hein. Je viens d'arriver, je suis française moi. Donc il n'y a pas de mon enfant, il n'est pas comme les autres, patati patata. Parce que eux, c'est comme ça qu'ils voient le truc. Pourquoi j'ai insisté? J'ai fait une vidéo, j'ai expliqué, je vais annoncer des documentaires sur le fait que c'est à nous de gérer ces enfants. C'est à nous de se monter en structure et de, pourquoi pas, dans le futur, monter des écoles privées. Alors pour le coup, islam, pas islam, c'est pas un problème. Des écoles privées, et même pas privées, il y aura des subventions de l'État. Parce que nous, on remet en question l'éducation nationale. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord que la théorie du genre soit enseignée à nos enfants. Je suis désolé. Farida Belgoul avait bien raison. La théorie du genre, vous savez c'est quoi? On dit aux enfants maintenant que si demain tu veux devenir une femme ou un homme, tu as le droit. Ce sont des matières enseignées à l'école. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Personne n'a pris position pour défendre Farida Belgoul. À part 2-3 dissidents qui sont rentrés un peu avec elle et l'ont aidé. Mais sinon, côté religieux, personne. C'est-à-dire les imams de la République, là, les Hissène de Kassen ou je sais pas quoi, là, ils ont rien fait, ils l'ont pas aidé. Donc de là est venue l'idée du 2.0. De remonter les choses. De remettre les choses à plat.
Et s'il vous plaît, pas de divergence. C'est pas une histoire d'arabe ou de noir ou de machin bidule chouette. Arrêtez tout de suite ce débat, ce discours. L'école doit être la même pour l'arabe, pour le français, pour le noir. La même qualité. Il ne faut pas commencer à rentrer dans les divergences, s'il vous plaît. Alors quand on parle, quand certains disent que les Arabes ont été plus malins, non, c'est pas ça. C'est que, exemple, l'Algérie, la France est restée depuis 1800 en Algérie. Les Algériens parlent avec des mots de français. Tabla, cuisina, c'est des petits exemples comme ça. Hein. Voilà, ils ont, vous allez à Alger, c'est Paris, quoi. Donc, ils ont ce truc colonial qui est resté en eux. Et l'Algérie, ce n'est pas le Mali. On est d'accord. Je ne parle pas au niveau de la religion. Je parle à la manière de vivre. Ce n'est pas la même chose. Mais là, pour le coup, ça ne vous concerne pas. Car vous êtes français. Vous êtes français. Donc, arrêtez de culpabiliser et de désigner l'autre en disant que eux, ils sont mieux que nous. Ils sont pas mieux que nous. Ils sont pas mieux que nous. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Moi, on me prend pour un arabe. Regardez ma tête. Je rigole. On me prend pour un arabe, je rigole pas. Je suis un noir. Je suis français. Je suis blanc. Je suis noir. J'ai des sœurs qui sont blanches, pour ceux qui le savent. D'ailleurs, je vous embrasse. Mes neveux sont des blancs. D'ailleurs, je vous embrasse. Mes nièces sont des blanches. Je vous embrasse. Donc, tout ça, j'y suis très, très réceptif. Je sais de quoi je parle. Et quand je dis qu'il faut rester soi-même, il faut rester soi-même. C'est ça l'importance. Et surtout, ne pas faire comme les autres. Vous êtes vous-même, parents respectables, qui respectez la loi et les coutumes de ce pays. Ce pays qui est le vôtre car vous êtes français. Vous êtes français. Ne commencez pas avec le communautarisme. Le tribalisme, c'est ça qui a divisé l'Afrique. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Le tribalisme, c'est ça qui a divisé l'Afrique. Le communautarisme, quelque chose de mauvais. Quelque chose de mauvais. Alors pour les échanges, peut-être pour le business, à la rigueur, pourquoi pas? Parce que c'est des produits locaux qui viennent du même pays, la même tradition, même coutume. D'accord, ok. Mais ensuite, pour tout le reste, non, non, non. Pas de communautarisme. S'il vous plaît, mes chers frères, mes chères sœurs, s'il vous plaît, je vous demande, s'il vous plaît. Les Arabes sont pas plus malins. Les Français sont pas plus malins. Les Noirs sont pas plus bêtes. J'en suis la preuve. Voilà pour le 2.0. De toute façon, je reviendrai. Je vais pas lâcher. Je vais pas lâcher le débat sur l'éducation nationale, sur le rapport avec les parents, parce que vous savez, j'ai un peu décroché du milieu social, parce que je me suis dit, c'est plus les enfants qu'il faut éduquer, c'est les parents. Et en fait, dans le fond de ma pensée, malheureusement, c'est quelque chose qui est un peu vrai. Ça me fait mal de le dire, ça me fait mal même de le penser, mais c'est une vérité certaine. Et elle ne concerne pas les Noirs, elle ne concerne pas les Arabes, elle ne concerne pas les Blancs, elle concerne tout le monde. Et cette nouvelle époque où Internet,
la télé, les marques, le consumérisme vient polluer nos vies. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à très très bientôt sur le 2.0. Merci. Bye BHR, votre philosophe. Merci. Ciao.